Bonsoir, je vous remercie d'être venu assister à cette 7e séance du cycle de rencontres fiction littéraire contre storytelling, forme, valeur, pouvoir de la littérature aujourd'hui. Un cycle que je coordonne dans le cadre du Centre de recherche en littérature comparée de la Sorbonne et dans le cadre du LABEX Aubeville, Observatoire de la vie littéraire. Un séminaire donc, qui s'inscrit dans un cadre de réflexion plus large concernant les rapports entre les pratiques littéraires du récit et les nouveaux usages stratégiques, instrumentaux du récit qu'on regroupe maintenant volontiers sous le nom de storytelling. Voilà. Et donc je suis très heureuse d'accueillir ce soir Gisèle Sapiro et Alona Kimri. Gisèle Sapiro, directrice de recherche au CNRS, sociologue, spécialiste du champ intellectuel, de la culture et de la littérature, et notamment de la traduction et des échanges culturels internationaux. Elle est l'auteure de nombreux ouvrages, dont dernièrement La sociologie de la littérature en 2014, et un ouvrage de référence, La responsabilité de l'écrivain, littérature, droit et morale en France, 19e-21e siècle, qui est paru en 2011 au Seuil. Gisèle Sapiro, qui est le véritable maître d'œuvre de la séance de ce soir. D'ailleurs, je vais tout de suite lui laisser l'honneur et le plaisir de présenter cette grande voix de la littérature israélienne qui est Alona Kimri, romancière. Alona, toda rabba. Et un grand merci également à Michel Zlotowski qui va interpréter de l'hébreu les paroles d'Alona Kimri. Un grand merci également à Laurent Sandrovix qui lira quelques extraits de la traduction française du dernier livre d'Alona, Victor et Macha, qui est à paraître de façon imminente chez Gallimard dans la collection du monde entier, un livre dont je pense qu'il sera beaucoup question ce soir. Voilà, un grand merci, je vous laisse la parole. Merci Daniel, et je voudrais remercier beaucoup Alona Kimri d'avoir accepté de venir à Paris pour cette rencontre. Alona Kimri est écrivaine, elle a été actrice aussi. Elle est auteure de Moi, Anastasia, qui est un recueil de nouvelles, et de 3 romans, Suzanne la pleureuse, Lily la tigresse et Victor et Macha, qui sort, comme les précédents, chez Gallimard, le 19 février, dans la superbe traduction de Laurence Sandrovich, qui se cache, mais que vous verrez tout à l'heure, et que je remercie d'avoir accepté de lire des extraits ce soir. Laurence est aussi comédienne et metteur en scène, et voilà, donc on va profiter aussi de sa performance. Voilà. Et merci évidemment à Michel Zlotowski, qui va interpréter notre discussion pour vous, et bien sûr à Daniel Perrault-Corpé, qui nous accueille dans ce cycle, ainsi qu'à Olivier Chaudençon, qui nous accueille dans ce très beau lieu de la Maison de la Poésie. Alors, Victor et Macha, je n'ai que la couverture du livre en hébreu, ici. C'est un roman sur l'immigration. Nous sommes en 1978, au moment du grand bouleversement politique qui a vu accéder le Likoud au pouvoir après 30 ans de règne du Parti travailliste. Et c'est l'histoire de 2 enfants, Victor et Macha, émigrés d'Urs, qui ont perdu leurs parents dans un accident de voiture. Leur grand-mère, convertie au judaïsme en son temps, pour faire plaisir aux parents de son futur mari, est venue à son tour pour s'occuper des enfants, mais elle reste complètement étrangère à cette culture, elle n'a même pas appris l'hébreu. Voilà. Alors c'est un roman sur l'immigration et c'est un roman aussi sur l'échec de l'intégration qui a des résonances fortes dans la France d'aujourd'hui. Et il y a 2 récits qui se heurtent à la réalité. Il y a le rêve sioniste de l'intégration du peuple juif sur la terre d'Israël qui se brise au choc de la confrontation des cultures différentes et de la domination que les anciens exercent sur les nouveaux venus. Et l'autre récit, c'est la découverte par les enfants que les choses ne sont pas ce qu'elles paraissent, que le monde bruisse de secrets.
Et en fait, on passe à tour de rôle du point de vue de Masha, la sœur aînée, à celui de Victor, son petit frère, et à celui de la grand-mère, Catherine. C'est à la troisième personne. C'est la première fois dans les romans de Alana Kimpri. Jusqu'à présent, c'était des romans à la première personne, centrés sur un point de vue. Voilà, alors ma première question, Alona, c'est comment est né le projet de ce livre, הפרויקט? זה התחיל כאיזשהו אאוטליין לסדרה קצרה לטלוויזיה שרציתי לעשות, עוד כשחשבתי שזה דבר טוב לעשות אותו. ובעיקרון המבנה, השלד של זה מבוסס על ספרו של קוקטו, הילדים הנוראים, שמאוד אהבתי אותו בעודי בחורה צעירה. En fait, c'était écrit pour être une série de télévision. Et le cadre général, en fait, c'est basé un petit peu sur le roman de Cocteau, Les enfants terribles, que j'ai beaucoup aimé quand j'étais jeune fille. Alors, est-ce que tu peux nous parler du personnage de Masha? Elle est très différente des personnages féminins de tes autres romans et nouvelles. Elle est très différente de la petite Anastasia, qui est aussi une émigrée d'Urs, émigrée en Israël, mais qui est très naïve. Elle est plus jeune, c'est la seule héroïne qui soit un enfant dans ta fiction. Mais elle est très différente aussi de Suzanne la pleureuse, qui est complètement timorée, et puis de Lily la tigresse sensuelle, qui pèse 112 kilos. Et voilà, Masha, elle est différente, c'est une femme puissante. En tout cas, c'est une femme qui cache sa fragilité derrière une attitude sans concession, une sorte de dureté. מסתירה את השברירות שלה. מה היא מדברת, עברית או אנגלית? מה אנחנו עושים? את מדברת עברית. אוקיי, קודם כל, כעיקרון אני כותבת על אנשים בשוליים, ואכן מה ששונה, כי כל הדמויות שונות, זה סוג של סגנון, אבל אני כותבת רק על נשים חזקות, לא כי כל הנשים כל כך חזקות, אלא כי זה מה שמעניין אותי. אז כל הגיבורות הנשים שלי הם נשים ששווה להיתקע איתם במדבר. Par principe, j'écris sur des personnages qui sont quand même un peu marginaux. J'écris sur des femmes fortes. Et tous mes personnages, de toute façon, sont différents les uns des autres, d'un livre à l'autre. J'écris sur des femmes fortes, même si parfois elles le cachent. Et ce sont des femmes tellement fortes que ce sont quand même des personnages avec qui ça vaut la peine de tomber en panne d'essence dans le désert. Le frère et la sœur, donc Victor et Masha, sont devenus des petits délinquants en fait. Ils volent dans les supermarchés. Qu'est-ce qui s'est passé, Maka? אני לא יודעת מה להגיד. Comment est-ce qu'ils sont devenus délinquants? מה השאלה בעצם? איך הם התחילו לגנוב Je ne sais pas comment במכולת? répondre. C'est quoi la question? Pourquoi ils ont commencé ou comment ils ont commencé à voler dans les supermarchés? הם לא עברו, הם תמיד גנבו במכולת. Ils ne sont pas devenus des petits voyous. Ils ont toujours été des petits voyous. Ils ont toujours piqué dans les supermarchés. זה לא שהם... הם תמיד גנבו במכולת, גם אני גנבתי במכולת. Ils ont toujours volé dans les épiceries. Moi aussi, j'ai volé dans les épiceries. אני מכירה מעט מאוד אנשים שלא גנבו בכלל במכולת. En fait, je connais très peu de gens qui n'aient pas volé quoi que ce soit ou quelque chose dans une épicerie. Oui, mais c'est quand même... c'est une délinquance qui est vécue comme une sorte de rébellion. En fait, ils sont pas... Ils volent pas par nécessité. C'est une sorte de nécessité intérieure. לא, הם גונבים בגלל האומנות שבדבר, האומנות והאומנות שבדבר. Ils volent parce qu'il y a un art dans le vol. Voilà, c'est quelque chose d'artistique. Je voudrais qu'on entende la scène. Piquer ensemble était une habitude relativement récente, une invention qui suscitait chez elle une montée d'adrénaline et chez lui une grande souffrance, tant il avait peur. Avant, elle le protégeait justement de ce genre de risque. Avant, elle aussi ne volait que des biens de première nécessité
ou parce qu'elle s'inquiétait pour lui. Pendant toute la période qu'elle avait passée au kibbutz, elle avait volé pour lui procurer ce dont il avait besoin. À commencer par des vêtements presque neufs et jusqu'aux doux savons pour bébé, subtilisés dans la maison des enfants afin de lui éviter des allergies de peau. Maintenant, elle volait des tablettes de chocolat aux amandes du supermarché, des disques ou des bibelots décoratifs dans les boutiques de souvenirs de la gare routière, un comportement qui le laissait, lui, encore plus orphelin, encore plus vulnérable, encore plus loin d'elle. Pire, loin à cause d'elle. Il avait d'abord pensé que c'était ce qu'elle recherchait, qu'elle en avait décidé ainsi. Il l'avait cru chaque fois qu'elle lui présentait l'échec de son intégration à l'internat comme un acte délibéré et parfaitement contrôlé. Il avait admis l'idée que c'était après mûre réflexion qu'elle jouait les filles mauvaises et perturbées, d'influence néfaste sur leur entourage. Mais avec le temps, elle avait déjà été envoyée au kibbutz alors que lui restait à l'internat. Il avait compris qu'elle ne pouvait simplement pas se comporter autrement. Chez lui, le deuil avait engendré une volonté de s'intégrer, de se raccrocher à la toile d'une nouvelle vie. Chez elle, au contraire, la tristesse l'avait poussée vers la destruction, l'agressivité, la haine envers tous ceux qui essayaient de l'approcher. Elle n'interprétait ces tentatives que comme une ingérence malvenue qui portait atteinte à son indépendance. Il lui en avait d'ailleurs longtemps voulu de ne faire aucun effort pour montrer à tout le monde sa vraie nature, généreuse et intelligente. Mais elle ne pouvait pas. Oui, elle ne pouvait simplement pas. Il avait peut-être fait une erreur en lui révélant la dextérité qu'il avait acquise à l'internat grâce à Ezri, qui lui avait montré des tours de cartes et appris à faire disparaître des pièces de monnaie. Mais il était incapable de lui cacher quoi que ce soit et avait toujours une espèce de poids insupportable sur la conscience si jamais il ne lui disait pas tout. Il était ainsi, ne pouvait rien garder en dedans, c'était contraire à sa nature qui rejetait les secrets comme autant de corps étrangers. Ne pas les évacuer lui causait une sourde douleur. Or là, le doute grandissait. Cette année, elle ne piquait que des bricoles inutiles. Avait-elle besoin de mousse à raser, d'une résistance électrique pour chauffer de l'eau dans un verre, de pantoufles d'homme taille 45, de piles, de colle forte, de bonbons pour diabétiques ? Quelques jours auparavant, à la pharmacie, elle avait exigé de lui qu'il vole un produit contre les ampoules, une bande Velpo et un fard à paupières vert exposé sur un présentoir. Des objets dont il s'était débarrassé dans la poubelle au coin de la rue. Il n'avait même pas ramené leur butin à la maison, ne serait-ce que pour rire en le détaillant. Et elle se fichait complètement de le mettre en danger, comme la fois où il avait eu le ventre brûlé de froid après avoir glissé dans son pantalon un paquet de morceaux de poulet surgelés, ou le jour où on l'avait attrapé au Mashbir de Haïfa avec le chemisier plissé transparent dont elle avait envie. Il s'était retrouvé seul à pleurnicher dans le bureau du sous-directeur, avait juré qu'il ne recommencerait plus et avait supplié qu'on n'appelle ni Catherine ni la police. Il voulait bien prendre des risques pour les bonbons aux fruits dont elle raffolait, du chocolat, de la pastrama ou même des pinces à cheveux, mais certainement pas pour des piments marocains en boîte, ni pour du détartrant pour WC. Cette délinquance, en fait, elle est vécue par eux comme une forme de rébellion, parce que, en fait, on a l'impression qu'à la morale et à l'idéal sioniste, ils opposent la drogue, la musique américaine, l'école buissonnière, l'homosexualité, et donc le vol, enfin, ces petits larcins. Et la relation la plus forte du roman, c'est la relation entre Masha et Victor. Donc Victor, qui est son cadet d'1 an et demi, qui lui voue une admiration et une confiance absolue. Et la force de leur amour, en fait, surmonte les épreuves qu'ils traversent. Alors, est-ce que tu peux nous décrire cette relation ? Comment est-ce que tu l'as imaginée ? אני מאוד מתעניינת בכלל אצל בני אדם בהקשרים שיש בהם משהו עם הרבה עוצמה על סף הפרוורסיה. עכשיו יש עוד אנשים שמאוד אהבו לחפש יחסים כאלה, אבל בכל הספרים שלי זה סוג של דיאלוג שבסופו של דבר הכי מעניין אותי. אז גם באח ואחות האלה שהם סימביוטים, זאת אומרת הם מאוד קשורים, אבל הם גם שונאים אחד את השני, הם גם מנסים להתחבר, להתנתק. כל הסיטואציה היא בלתי אפשרית, וזה סוג של דיאלוג בין בני אדם שיש בו משהו פטאלי, שאני אוהבת, שאותי מעניין.
En fait, j'aime beaucoup décrire des liens forts entre les individus, des liens qui sont au seuil de la perversion. Et bref, j'aime beaucoup ces liens qui sont à la fois d'amour et de haine. Et le lien entre le frère et la sœur, c'est quasiment un lien symbiotique. Et donc avec cet amour et cette haine aussi. Et voilà, ce sont des choses qui m'intéressent et que j'aime décrire. Alors, l'envers du storytelling sioniste, de l'intégration, chez la storytelling sioniste, à l'intégration, ce n'est pas seulement le choc de la confrontation de cultures différentes, mais c'est aussi la découverte d'un rapport de domination, d'une hiérarchie sociale, qui est en même temps une hiérarchie culturelle et ethnique. Ethnique. Il y a les établis contre les immigrés, et il y a les Ashkénazes contre les séfarades. Alors les immigrés russes, ils ont une position particulière là-dedans. Est-ce que tu peux la décrire? בספר הזה אני מתארת העלייה של שנות ה-70, שזאת הייתה העלייה של ימי ברז'נייב, והייתה מאוד קטנה יחסית, 200,000 איש. שרובם היו מאוד ציונים ובאו ממניעים אידיאולוגיים ולא ראו פגם בלנסות ולהשתלב. אבל העלייה הנוכחית, הם לוקחים את זה צעד יותר למעלה וכאילו צעד יותר גבוה, והם לא מעניין אותם להשתלב בכלל. לרוסים יש בוז מסורתי לאוריינט בכלל, החינוך הסובייטי אין בו קורקטיות פוליטית, הם מתאהבים את האוריינט, בזים לו, וכשהם הגיעו לישראל, אז הם עוד לא בודדו את עצמם כל כך, אבל בעיקרון זה סוג של בידוד, סלידה, והם חיים בין קופים שירדו מהעצים, והם באו מהתרבות הגבוהה. Bref, en fait, moi j'ai placé mon roman dans les années 70 et l'immigration que je décris, c'est une immigration des années 1970, bien évidemment. C'était à l'époque de Brejnev, et à l'époque cette immigration était assez restreinte, environ 200 000 personnes qui sont venues. C'était à l'époque des sionistes, des gens qui avaient une idéologie et qui cherchaient à tout prix à s'intégrer et à être intégrés dans la société israélienne. L'immigration suivante est une immigration avec des nombres beaucoup plus élevés, et en fait ce sont des gens qui se foutent éperdument de l'idéologie sioniste, et ils ont un mépris souverain pour tout ce qui est oriental, levantin, dirons-nous. Et comme ils ne sont pas politiquement corrects, ils expriment tout à fait ouvertement leur mépris, ils disent qu'ils vivent parmi des singes qui sont tombés de l'arbre, et voilà, ils se comportent comme ça. Mais ce qui est intéressant, je trouve, ce qui est très fort dans le roman, c'est une sorte de situation paradoxale de ces immigrés russes que tu décris. Ils sont très cultivés. Ils sont plus cultivés que les Israéliens. Ils en tirent un sentiment de supériorité, mais leur capital culturel, comme dirait Bourdieu, est dévalué dans cette société. Et ça s'ajoute en fait au déclin social qui est dû à l'immigration. Je voulais faire lire, on va lire אבל אני רק רוצה להגיד על זה משהו. אמרנו שמול, כי בישראל, כשהקימו אותה, כשקמה מדינת ישראל, התפתח בוז מאוד גדול כלפי היהודים, יהדות אירופה, כמובן בעקבות השואה, שהם הלכו כצאן לטבח, והדמות הזאת של היהודי הגלותי, מפרוטוקולים של זקני ציון, העלוב, החלש, הרוחני, עם השפה, עם הבגדים היהודים האלה, עם החולשה הפיזית והכוח הרוחני, כל זה הפך לבזוי, והישראלי החדש, הצבר, הוא החיה הנטשנת הבלונדינית, הוא הלוחם, הוא היהודי החדש. אי לכך, טוב, תתרגם. En fait, il faut que je revienne sur cette histoire. Lorsque Israël, il y a eu cette renaissance, il y a eu en Israël ce mépris abyssal pour le juif
galoutique, le juif de la diaspora, le juif européen. Il y a eu ce mépris pour tous ces juifs qui sont allés, lors de la Shoah, qui sont allés comme des moutons à l'abattoir, dans l'esprit de ceux qui le disaient à l'époque. Il y avait cette image du protocole des sages de Sion, il y avait cette image du juif barbichu, vêtu de travers, faiblard, et puis il y avait la nouvelle image du juif israélien, c'est le tsabar, celui qui est né en Israël, le blondinet, le fort, et donc il y avait ce mépris abyssal donc, pour ces juifs de la diaspora. Ils sont même pas méchants, continuait Macha. J'en ai connu beaucoup des comme ça, depuis qu'on est arrivé ici, des Israéliens qui se prennent pour des êtres supérieurs. Au kibbutz, au lycée, même dans le Sinaï. Et tu sais quoi ? Maman avait raison. Ce sont des gens simples, d'une désolante simplicité. Je te l'apprends pas. Ils ne lisent pas de livres, rien que leurs journaux remplis de conneries sur eux-mêmes, sur les jeunes du kibbutz qui se font tuer à la guerre, ou alors qui pleurent parce qu'ils ont tué un arabe. Mais que savent-ils de Balzac, de Zola, de Dickens ? Rien du tout. Rien non plus de Conan Doyle ni de Jack London. Ce que n'importe quel petit Russe connaît par cœur. Ils n'ont aucun disque de musique classique à la maison. Ils n'ont jamais entendu parler de Pissarro ni du Greco. Arrête de pleurer, s'il te plaît. Ils sont secs. Aucun humour, aucune passion, pas de larmes, pas de grand amour. Leurs sentiments sont petits, tout rikiki. Ils sont incapables de s'habiller avec élégance, ne comprennent pas l'ironie, ne se saoulent pas, ne savent pas s'amuser et encore moins faire dignement la fête. Tu trouveras chez n'importe quel Marocain ou Géorgien qu'ils méprisent tant, plus d'humanité et de caractère que chez eux. Chez n'importe quel Arabe aussi. Ils nous rejettent parce qu'on n'est pas les Russes auxquels ils s'étaient attendus à la sauce guerre et paix et les yeux noirs. La preuve, tes Bahars ont littéralement fait une crise cardiaque dès qu'ils ont découvert que t'étais pas le petit orphelin russe malheureux dont ils avaient fait leur animal de compagnie. Oi, oi, oi. Tu sais comment on les a construits, ces Israéliens soi-disant de souche, ces anciens ? Une demi-dose de kolkhoz et une demi-dose d'armée, ou même pas. Ce sont juste des provinciaux, des petits bourgeois gris, vulgaires et arrogants. Voilà ce qu'ils sont. Elle lui prit la tête entre les mains et l'embrassa sur le bout du nez. Et toi ? Tu veux te précipiter sur un pistolet à cause d'un mec comme ça ? Tu comprends ce que je te dis ? Il opina. Elle se leva. Alors, n'oublie pas qui est le bon et qui est le méchant. Je vais me doucher. Si les frères et les sœurs avaient pu se marier, ils l'auraient assurément épousée. Mais même sans ça, rien ne les empêchait de rester l'un avec l'autre pour l'éternité. Elle accepterait. C'est ce qu'elle avait toujours désiré. Alors que lui s'agitait dans le monde en traître, croyant y trouver quelque chose de mieux. Mais à présent, tout rentrait dans l'ordre. Ensemble, ils partiraient en voyage. Ils iraient voir tous les endroits décrits dans les romans qu'ils avaient lus. Londres, Hong Kong, New York. Ils n'avaient que faire de ce pays. Même si c'était le pays des Juifs et qu'ailleurs, ils risquaient de souffrir d'antisémitisme. Mais peut-être pourraient-ils cacher leur judéité. Pas par honte, pour leur sécurité. Ce serait facile. Ils étaient tous les deux grands, avec une peau claire, n'avaient ni les cheveux bouclés, ni le nez busqué. Oui, ils laisseraient tout le mal derrière eux et recommenceraient. Une des expériences les plus fortes de cette confrontation entre cultures et entre classes sociales, c'est l'humiliation. Je pense que c'est un des points forts de ce roman, qui s'accompagne souvent de déception par rapport aux espoirs d'intégration, en fait. Alors, il y a plusieurs expériences d'humiliation qui scandent le récit. Par exemple, ils se sentent humiliés quand les amis de leurs parents leur apportent des guenilles qui sont sales, en plus, qui ont été envoyées par des riches américains pour les pauvres petits émigrés russes. Macha, elle a vécu aussi l'humiliation au kibbutz face au sentiment de supériorité des kibbutzniks. Elle pensait avoir trouvé son vrai milieu au collège Mishlav, qui offrait un cadre plus libre pour les enfants qui avaient des problèmes d'adaptation. Et en fait, elle y trouve des amis qui ont des valeurs culturelles proches des siennes, mais là encore, elle les provoque et elle détruit leurs relations. Est-ce qu'elle provoque volontairement, Macha ? שהיא במשלב, בבית ספר משלב, שהיא מדברת עם הפקצות האלה אני חושבת שיש אנשים שהיא אחת מהם שהם פרובוקטיביים, לא כי יש בהם איזה מרד פנימי עם אידיאולוגיה מאחוריו,
שיש להם פשוט שיבוש באישיות. הם פשוט מחפשים שישנאו אותם. או לא שישנאו אותם, הם מחפשים להרגיז, כי אולי כשהם היו תינוקות, ככה הם קיבלו תשומת לב. אני לא יודעת, הדברים האלה הם לא פסיכולוגיים, הם דברים באמת פיוטיים יותר. היא פרובוקטיבית כי זה מה שהיא יודעת להיות. En fait, il y a des gens qui sont des provocateurs, pas par idéologie ou par esprit de rébellion. Ce sont des gens qui ont simplement une personnalité un peu perturbée. Je ne sais pas, ça vient peut-être de l'enfance. Elle sentait que lorsqu'elle pouvait provoquer la haine, ça provoquait aussi chez les gens une certaine attention vis-à-vis d'elle-même. Donc c'est pas, on ne va pas rentrer dans les détails ou dans des analyses psychologiques. Elle aime provoquer cet état parce que c'est comme ça qu'elle a vécu, qu'elle a toujours vécu. Alors je voudrais qu'on lise le passage justement de la déception de Masha après sa rupture avec ses amis de l'école où elle pensait avoir trouvé des vrais amis. Donc elle a acheté une bouteille de vodka. Elle prit une grande lapée de vodka. C'était tiède et écœurant, et elle contracta son diaphragme pour ravaler un haut-le-cœur. Il lui fallut 2 gorgées supplémentaires pour surmonter son dégoût, et elle continua, une gorgée après l'autre, lentement, tout en écoutant le pépiment des oiseaux. Ils avaient été pour elle comme une révélation, ces nouveaux amis. Jamais, depuis qu'elle avait immigré, et peut-être même depuis toujours, elle ne s'était sentie aussi bien, persuadée d'avoir enfin trouvé un milieu à sa hauteur, dans lequel elle pourrait se fondre sans difficulté. Oui, comme ça, en douceur et sans douleur, sans renoncement non plus. Elle s'était mêlée à eux, comme si ces jeunes Israéliens l'attendaient depuis toujours et lui étaient destinés. Comme si tout ce qu'elle avait enduré depuis son arrivée dans ce pays n'était qu'un processus initiatique qui la menait à eux. Et une fois ce groupe trouvé, ne lui restait plus qu'à s'immerger dans une nouvelle vie, avec plaisir et simplicité. Elle les aimait, ces jeunes sabras, cultivés et intelligents, qui s'exprimaient sans l'ombre d'un accent étranger et dont l'assurance semblait confirmer que leur manière de parler avait été estampillée d'origine. Certes, les enfants du kibboutz aussi avaient cet hébreu doux qui glissait aisément sur la langue. Mais ils affichaient une différence fondamentale telle qu'il était impossible de percer la muraille dont ils s'entouraient, de devenir un élément de leur tout suprême qui dépassait la somme de ces éléments. Bon, bien sûr, les éléments du kibboutz étaient l'incarnation parfaite de l'identité israélienne ashkénaze, celle qui jouissait de nombreux privilèges, mais malgré leur arrogance, ils restaient des êtres simples, d'une naïveté vulgaire et qui se soumettaient aux devoirs imposés par les adultes sans la moindre velléité de révolte. Aucun d'eux ne cherchait la transgression. À l'instar de leurs parents, ils considéraient le manque de discipline au travail et la dissidence comme le pire des péchés. La vie dans la maison d'enfants était réglée comme du papier à musique. Tous levaient à la même heure, petit déjeuner préparé par leur monitrice, constitué d'omelettes ou d'œufs brouillés au choix et de crudités coupées en tout petits morceaux. Ensuite, départ pour le lycée régional, où ils avaient cours avec des jeunes de kibboutz environnants dont l'emploi du temps était sans doute similaire au leur. Retour au kibboutz tous les jours à la même heure, repos puis préparation des devoirs. Ils ne faisaient jamais de bêtises, ne rêvassaient pas, ne volaient pas, ne se pomponnaient pas, ne fumaient pas et ne sniffaient aucune substance illicite. N'exprimaient aucun sentiment violent en public. Le plaisir, ils le tiraient principalement de ce qu'ils mangeaient, du film qui leur était projeté une fois par semaine, d'une pièce de théâtre qu'une tournée amenait là de temps en temps ou de la musique qu'ils écoutaient. Ils travaillaient dur et dormaient profondément. La sexualité au kibboutz avait aussi perdu ce côté tranchant qui la reliait à quelque instinct primaire. On l'avait privé de cette face dangereuse et immorale. Ces gens-là faisaient l'amour comme ils faisaient leurs besoins, avec le même naturel. D'ailleurs, pouvait-on espérer autre chose d'adolescents qui, dans une joyeuse indifférence, voyaient tous les lundis et les jeudis arriver à l'étable le vétérinaire de la région, Israël Djouha, qui enfonçait le bras jusqu'au coude pour inséminer leurs vaches avec le sperme des taureaux au palmarès impressionnant. Les rares problèmes ou conflits qui éclataient entre les enfants du kibboutz étaient aussitôt exposés en public et aussitôt traités. Les heurts ne pouvaient provenir que de l'incompréhension, due à la perception erronée de l'autre comme entité étrangère et donc menaçante. Le kibboutz tournait sur lui-même à un rythme lent, tel une lourde toupie, et prenait son identité très au sérieux. On aurait dit des Lilliputiens qui n'avaient jamais rencontré Gulliver. Piégés dans une enclave où tout le monde veillait pieusement à ce que personne n'entre et personne ne sorte. En revanche, les jeunes qu'elle avait rencontrés au lycée Mislav, eux, c'était
une toute autre histoire. Leur monde diffus s'effilochait et était en perpétuel mouvement. L'énergie ne cessait de circuler du dehors vers le dedans et inversement. Un monde où ça entrait et ça sortait librement. Ils étaient intelligents et cyniques, concernés autant par eux-mêmes que par ce qui les entourait. En quête de réponses métaphysiques, ils cherchaient des solutions à leur détresse dans les écrits de Nietzsche et de Hermann Hesse, dans l'exemple des hippies californiens, dans les préceptes du gourou Maharaji et des rabbins missionnaires, dans le hashish, les festivals de musique à Nueva, le cinéma européen, la musique anglaise, bref, dans une consommation systématique de culture. Et ce qui était le plus impressionnant, c'est du moins ce qu'elle pensa lorsqu'elle intégra ce milieu, ils n'avaient aucune conscience de ce qu'ils étaient. Ils se considéraient avec le naturel de vrais aristocrates qui n'avaient pas besoin de mépriser qui que ce soit pour assurer leur statut. Or, voilà qu'aujourd'hui, elle venait de découvrir la réalité. Derrière cette pseudo-égalité se terrait une hiérarchie insoupçonnée, telle une hydre qui aurait jusque-là dissimulé ses 1000 têtes. Ces gens-là aussi posaient une ligne de démarcation très nette entre ceux qui étaient dignes d'eux et ceux qui ne l'étaient pas. Elle venait d'en avoir la preuve en un éclair fugace, mais voilà. Jamais plus elle ne pourrait oublier ni effacer cette révélation. Donc finalement, elle préfère se mêler aux immigrés de sa banlieue. Et ça inspire le dégoût de son frère Victor, qui lui est en train de s'intégrer à la société israélienne. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand Victor la voit à cette soirée avec les immigrés russes? בערב המסיבה הזאת שהוא הולך, פוגש אותה, רואה אותה עם המהגרים. טוב, זו דוגמה קלאסית לשנאה עצמית היהודית ששמה הולך לפניה, ובמקרה הזה ויקטור רואה את אחותו מבלה בחברת מהגרים אחרים, רוסים אחרים, אנשים מאוד לא אטרקטיביים ברמה, כאילו מבחינת המארג התרבותי, הם לא לבושים טוב, הם שומעים מוזיקה מיושנת, הם שומעים פול מקארטני מפעם, הם כה וכה, ויקטור מזועזע מזה, כי הוא מבחינתו כבר השתלב באצולה, והוא לא מבין אותה, זה, כי הוא יודע שגם היא סלדה מזה, זה מגעיל אותו. En fait, c'est un exemple évident de la très célèbre haine de soi du juif moyen. Quand Victor voit sa sœur dans ce milieu d'immigrés russes, qui ne sont pas du tout attirants sur le plan culturel, ils sont mal fringués, ils écoutent de la musique qui est déjà un petit peu datée, ils écoutent Paul McCartney, alors que lui est déjà intégré dans ce qu'il considère comme étant la noblesse du pays, eh ben, il en conçoit un dégoût pour sa sœur. Donc, en fait, Oui. Victor en fait, va lui-même déchanter. Ah oui, non, c'est pas celui-là. Hein. Il a cru un temps s'intégrer à une famille qu'il avait quasiment adoptée jusqu'au jour où les parents de l'ami chez qui il a été accueilli le trouvent nu avec leur fils dans le salon, entouré de drogue et d'alcool, et en fait il le renvoie chez lui. Et il espère retrouver son ami, dont il est follement amoureux, mais son ami s'est laissé convaincre par ses parents que c'était une mauvaise influence pour lui. Et dépité, Victor tente de comprendre pourquoi ce qui vivait comme une symbiose s'est fissuré. Et en fait, quand il analyse la situation, il dit oui, j'ai des mauvaises mœurs, etc. Mais en fait, très vite, il prend ça comme un décalage social, en fait, un décalage de classe, que c'est des raisons sociales qui font qu'il a été rejeté. אני לא חושבת שלוויקטור יש תודעה שמסוגלת לחשוב במושגים כאלה. אני חושבת שהוא מרגיש מבוזה ולא ראוי, הוא משתכנע מאוד בקלות בטענות שמועלות נגדו. הוא באמת בקלות אינסופית מאמין ואף מוסיף ומדמיין תכונות מזעזעות שלו עצמו,
בשביל למצוא איזושהי קורלציה בין המציאות החיצונית למציאות הפנימית שלו, שהוא מנסה לעשות סדר בכאוס. En fait, je ne pense pas que Victor ait cette conscience que vous lui prêtez. En fait, il écoute les accusations et il les intègre et il tente d'en rajouter, même il en rajoute, et il trouve des corrélations entre le monde extérieur et ce qu'il pense être son moi intérieur. Et il l'intègre, voilà. Donc il parle de la mauvaise conscience de Nimrod. Et peut-être sa mauvaise conscience avait-elle été éveillée par les débordements affectifs de Victor, tellement à l'opposé des habitudes israéliennes, ou par sa dextérité à chipper au supermarché, ou par le plaisir qu'il avait à se donner en spectacle, maquillé et déguisé avec les habits d'Alma, ou par les fantasmes dégoûtants qu'il lui racontait à sa demande et dans tous les détails. À moins que le rejet de son ami n'ait été suscité non pas par son immoralité, mais surtout par son côté piteux, son allure de juif de diaspora, sa tenue vestimentaire bon marché, car Nimrod était très sensible à la mode, aux nuances, à la qualité. Il arrivait toujours à reconnaître un authentique Wrangler importé des États-Unis d'une imitation achetée pour pas cher sur les docks de la ville basse. Peut-être l'accent russe, avec ses gros R roulés qu'il laissait échapper s'il était fatigué ou ivre dans des mots comme rire ou pérorer, lui soulevait-il le cœur ? Peut-être ne supportait-il pas ces erreurs d'interprétation de certaines expressions qu'il ne connaissait pas, comme la fois où Nimrod s'était vanté d'avoir obtenu un truc à l'œil et que Victor avait cru qu'il avait pris un rendez-vous chez l'ophtalmo, ou celle qui lui avait carrément valu des moqueries parce qu'il avait avoué, en sortant d'une projection d'Exodus, s'être attendu à un film sur l'Empire romain. Ou peut-être que Nimrod méprisait l'embarras qu'il avait saisi le jour où les Bachar l'avaient convié à déjeuner avec eux dans le restaurant oriental de la station-service. Il était resté à fixer le menu sans arriver à choisir, à la fois par peur de rater quelque chose de bon qu'il n'avait jamais goûté, et à la fois gêné devant les prix affichés. Il avait mangé le houmous à la petite cuillère, ramassé le pourboire parce qu'il avait cru que les Bachar avaient simplement oublié les pièces sur la table. Il ignorait ce qu'était le koubé. Il avait transpiré, fait tomber ses couverts, picoré distraitement les restes dans les assiettes de Dan et Amichai, mordu dans une pita qui était tombée sur le sol. Il avait passé son temps à rougir et à s'émerveiller outre mesure. Plus généralement, il n'osait pas demander à aller aux toilettes pendant les cours, n'avait jamais pris de taxi, jamais mangé de steak, ne faisait pas la différence entre le beurre et la margarine, aimait le hareng et buvait l'eau salée des cornichons directement de la boîte de conserve. Il ne connaissait rien des grades militaires et se trompait toujours dans la signification des sigles. Il ne savait pas ce qu'était un cerisier de Cayenne ni une mauve musquée, écrivait au bic et pas au parker, il était blanc comme un cachet d'aspirine et maigre comme un clou. Au premier cours de gym, lorsque la prof l'avait accueilli par un « je sais qu'en Union soviétique, le niveau sportif est très élevé et j'espère que tu ne t'ennuieras pas », au lieu de démentir, il avait opiné avec placidité et laissé sa honte se révéler au fil du temps. Il ratait tous ses paniers au basket, se faisait disqualifier à chaque saut en hauteur, n'avait pas assez de souffle pour terminer un 300 mètres. Oui, il était une catastrophe ambulante. À présent, c'était clair comme de l'eau de roche. Victor, l'incarnation du mal-être. Plus il reconstituait les choses, plus il voyait apparaître les moments que Nimrod Bachar avait jugés implacablement avec ses valeurs à lui. Les défauts de Victor se mirent à éclater à un rythme de plus en plus soutenu, exactement comme les grains de maïs explosent lorsque l'on prépare du pop-corn dans une casserole. Se transformèrent en danse, en tourbillons vertigineux, en claquements de plus en plus rapprochés, qui s'arrêtèrent d'un coup. Il était épuisé. Plus les minutes passaient, plus il avait l'impression que le travail de deuil qu'il s'imposait fonctionnait. Il dut attendre d'être arrivé au carrefour et d'avoir tourné à gauche sur la route qui menait à son quartier pour commencer à prendre lentement conscience que ce qu'il venait de perdre allait bien au-delà des Bachar et de leur belle maison. En perdant Nimrod, il avait perdu sa relation directe et immatérielle avec le pays où il vivait. L'essence de son identité israélienne avait volé en éclats comme une coquille d'œuf autour du cadavre d'un poussin. On voit dans ce roman le paradoxe israélien où l'élite économique et culturelle ashkénaze vote travailliste et les séfarades qui ont soutenu en fait le Likoud contre cette domination. Et dans le roman, on voit les immigrés russes qui soutiennent massivement le Likoud aussi. Pourquoi ? הם שונאים ערבים.
par haine des Arabes. והם שונאים כל מה שמזכיר להם, ולו בהדהוד רחוק, משטר סוציאליסטי, קומוניסטי או לחילופין סוציאליסטי, אי לכך מפלגת העבודה או כל מה שהיה שמאלה ממנה היה בזוי ומתועב, וגם היה את העניין הגלותי הזה של אימת האנטישמיות וכל העולם נגדנו, וזה עדיין ככה, זה ממש עכשיו עוד יותר. En fait, ils avaient une haine forcenée de tout ce qui rapprochait ou tout ce qui pouvait rappeler de près ou de loin le communisme ou le socialisme sous toutes ses formes. Donc le parti travailliste, évidemment, s'était repoussé de toute la force possible. Et tout ce qui rappelait, encore une fois, de près ou de loin, toutes ces tendances de gauche était haï. Et il y avait aussi ce sentiment diasporique que le monde entier est contre nous, un sentiment qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Alors, le deuxième storytelling, c'est le monde des apparences, celui des adultes qui se révèle être un tissu de mensonges. Et les adolescents découvrent les secrets qu'ils recèlent. Page 288, tu dis, même lorsqu'on avait l'impression que ce n'était pas le cas, les choses n'étaient jamais ce qu'elles paraissaient être. Et ils découvrent très jeunes que leur père a une maîtresse en les suivant la nuit. Et en fait, ils passent leur temps à épier les autres et à s'épier l'un l'autre pour découvrir des vérités cachées. Qu'est-ce qu'ils cherchent? אני לא יודעת. Je ne sais pas. אני לא יודעת מה הם מחפשים. הם מחפשים מה שכולנו מחפשים. הם מחפשים, במיוחד אנשים צעירים, מחפשים איזשהו סוג של גאולה, איזשהו סוג של קוהרנטיות בעולם, וסיבות ומסובבים. הם מחפשים יופי, כאילו סוג של אסתטיקה והיגיון. בתוך עולם די מזוהם ומבולגן. Je ne sais pas, probablement ils cherchent ce qu'on cherche tous, on cherche le salut, la rédemption, on cherche une cohérence dans ce monde, on cherche à trouver une cause, on cherche à trouver une beauté, une esthétique dans ce monde complètement bouleversé. Et justement, à propos de rédemption, donc c'est un roman de formation qui est doublé d'un roman picaresque avec les aventures des adolescents. Et donc les adolescents explorent des espaces inconnus. Ils arrivent jusqu'à Arzivland. Alors Arzivland, c'est ce micro-État autodéclaré indépendant fondé en 1970 par Eli Avivi dans le nord d'Israël, qui est près de la frontière du Liban. Qu'est-ce que représente Arzivland dans le roman ? כל ההתנהלות של ויקטור היא התנהלות של אדם נוצרי במובן הזה שהוא כל הזמן מרגיש שהוא חוטא, אבל הוא לא מסוגל להפסיק לחטוא. הוא נושא את הדיסוננס הזה בתוכו בסוג של הכנעה. זה כמו לברוח מבית ספר או ללכת למקום של היפים שמעשנים שם חשיש ומתחילים איתם גברים יותר מבוגרים. זה עניין של חוויית חטא נצחית וההכרה הטרגית בזה שהוא לא יכול שלא לחטוא. En fait, Victor a un comportement, comment dirais-je, chrétien. C'est un pécheur qui ne peut pas s'empêcher de pécher. Il y a cette dissonance en lui qui fait qu'il rejoint des groupes de jeunes hippies et même au moment où il y a des vieux qui s'intéressent de très près aux jeunes, il fait l'expérience du péché originel, mais il ne peut pas s'en empêcher. Alors bon, Arzivland, c'est un lieu un peu magique, sur la plage, tout le monde est libre, Eli Avivi vit là au milieu d'un lit, des femmes viennent le voir, on lui apporte de la nourriture. Dis-le. En fait, bon, c'est un endroit où on niquait et où on fumait, quoi. C'était ça, c'était une variation israélienne du hippie. Voilà, mais il y a un autre ailleurs, en fait, qui est plus lointain,
qui est la culture américaine. Elle est importée alors massivement. Il y a le jeans, il y a la musique. Le jeans pas d'éléphant, il revient très souvent dans... Voilà, alors cette musique, enfin cette culture américaine, pour ces jeunes Russes, qu'est-ce que ça représente? היה משהו בישראל של שנות ה-70 מאוד פרובינציאלי, הרבה יותר פרובינציאלי מעכשיו. והיו כאילו הפלישות, ההדהודים מהמערב היו מאוד בודדים, והאנשים נאחזו בהם מתוך איזו תשוקה לעולם גדול יותר, לחוויה שהיא מחוץ לביצה הסרוכה הציונית הזאת, הבור הזה. אז לא יודעת, זה כמו כל מיני, כמו שבשנות ה-70, כשמישהו היה נוסע לאמריקה, אז תמיד כולם, היו כל השכנים והאחים, היו מבקשים להביא דברים. היה משהו באמריקה, גם עבור רוסים, כאילו טרום פרסטרויקה, אין, אמריקה זה מדהים. עד עכשיו אני פשוט מתה על אמריקה, אני מתה על הדבר הזה. En fait, bon, il faut revenir à l'idée de ce qu'était Israël dans les années 70. C'était un trou provincial, hein, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et il y avait dans ce trou provincial cet attrait pour l'Occident, ce désir de pouvoir sortir de cet œuf fermé, cette bulle sioniste, ce trou perdu. Il y avait ce désir. Et l'Amérique, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et quand quelqu'un allait en Amérique, eh ben, tous les voisins lui demandaient de rapporter un petit truc, un petit machin. Et pour les Russes, avant la perestroïka, c'est pareil. Et même encore aujourd'hui, pour moi, l'Amérique, c'est encore quelque chose d'extraordinaire. Alors la musique, je parlais de musique américaine, mais la musique joue un rôle très très central dans ce roman. Comment est-ce que tu as tissé ce lien entre écriture et musique ? Par exemple, les passages sur Hotel California, qui est cet ailleurs qui devient le seul endroit où Victor se sent chez lui. אני נורא אוהבת מוזיקה, אני תמיד מאוד אהבתי מוזיקה, ויש תקופות שאני רק שומעת מוזיקה שאני לא קוראת ולא... זה היה רק טבעי, וכשהייתי צעירה מאוד, אז כל הדברים האלה שהגיעו מחוץ לארץ, זה הכל היה אפשרויות של חריגה מהכותונת משוגעים הזאת שהיא ישראל. En fait, j'aime beaucoup la musique. J'ai toujours aimé la musique. Parfois, quand je ne lis pas, j'écoute énormément de musique. Très, très jeune, tout ce qui venait de l'étranger, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'était des possibilités infinies de soulever cette couverture israélienne qui nous rapetassait un petit peu. Alors, il y a autre chose qui joue un rôle très différent dans tous tes romans, d'ailleurs, même pas seulement les romans, les nouvelles aussi, c'est la nourriture. Alors, quel rôle joue la nourriture ? Non, attends, c'est des années de problèmes de nourriture, c'est un caprice. Mais ça joue quand même un rôle particulier, c'est-à-dire c'est dans certaines scènes, par exemple quand les amis des parents viennent et elle a bu la vodka et elle se sent mal et elle les déteste et elle se resserre sur, enfin, comment dire, la nourriture c'est une manière de se défendre, de se protéger du monde. הוא דימוי מלא עוצמה, הוא כמו סם, הוא כמו הרואין, זה מצד אחד יכול לגרום עונג, מצד שני זה הרסני לגמרי, מצד שלישי אתה הולך על ההרס הזה, אתה מתמכר לו. אוכל ברמה הסימבולית עבור נשים במערב הוא משהו מאוד מורכב ומהותי, אז מה שהקטנה הרוסייה, שדווקא הנשים הרוסיות היו מאוד שמנות ולא ידעו שצריך לעשות דיאטה, אבל כבר בחושים שבחיישנים המערבים שלה, היא כבר מבינה שאתה יכול להרוס את עצמך דרך זה, להעניש את עצמך, לזעזע אחרים, זה כלי.
En fait, la nourriture, c'est à la fois un plaisir et aussi quelque chose de destructeur. C'est un symbole extrêmement fort en Occident, la nourriture. Et les femmes russes qui sont une petite tendance à l'embonpoint. C'était autrefois, c'est plus maintenant. Elles ont ce sentiment aussi très très fort qu'elles peuvent se servir de cet outil pour se détruire aussi. Et c'était autrefois, effectivement. Masha avait l'impression d'avoir posé sur les épaules une citrouille en guise de tête, et la pensée que ce maudit alcool risquait de prendre le pouvoir sur elle la terrorisait. Que faire si elle s'évanouissait ici, à table, le front dans la bouillie d'éléments entassés sur son assiette? Si elle vomissait, s'endormait ou les deux à la fois, sa honte révélée aux yeux de tous. Mais elle ne pouvait se rattacher à rien de plus concret que la nourriture, si bien qu'elle se mit en devoir de se goinfrer consciencieusement et avec appétit. Elle entassa de plus en plus de rouleaux ventripotents de choux farcis, alla pêcher des morceaux de poulet, des pommes de terre, des rondelles de carottes dégoulinantes de sauce dans la lourde marmite posée au centre de la table. Elle enfournait de grandes bouchées, mâchait bruyamment, bouche ouverte, et salissait la table avec ses postillons. Elle reniflait, essuyait la sueur qui perlait sur sa lèvre supérieure, arrachait le poulet avec ses doigts, rongeait les os les plus gros et aspirait la moelle des plus délicats. Dès que son assiette se vidait, elle la remplissait à ras-bord et continuait à se gaver. De temps en temps, pour faire passer le tout, elle avait besoin de prendre une gorgée du verre d'eau devant elle. Elle finit par carrément se jeter sur le fond des plats. Manger se révéla être son salut. Elle ingurgita toutes ses mauvaises pensées en même temps que les montagnes de nourriture et se coupa de tout ce qui se passait autour d'elle. Comme si cette crise de boulimie constituait un rempart qui non seulement la sauva d'elle-même, mais sauva aussi le reste des convives, les protégea des éclaboussures du poison qui s'était accumulé en elle. Car qu'est-ce qu'elle les détestait, ces deux invités, et ce repas inutile organisé en leur honneur. Si seulement elle avait pu effacer de sa vie ce couple d'Israéliens pontifiants, gavés de leur identité nationale, gentils et tellement généreux. Elle décida de ne plus échanger avec eux le moindre mot. Tout ce qu'elle voulait, c'était manger, manger et encore manger, jusqu'à ce qu'elle retrouve son centre de gravité et qu'elle reste là, assise sur sa chaise, incapable de bouger, tel un Bouddha en acier. Alors, le livre est organisé en chapitres qui sont centrés chacun sur un sentiment ou un état d'âme. L'inquiétude, la langueur, le doute, la haine, l'aspiration, presque le bonheur, nécessité, émerveillement, avanie, vertige. Alors, est-ce que ce sont les états d'âme que traversent les immigrés en général ? אני חייבת להגיד משהו קצת משונה לאור מה שדיברנו. הספר הזה הוא לא על הגירה, הגירה היא רקע, כאילו באותה מידה יכולתי לשים אותם בתיאטרון, או לא יודעת, בבית זונות. הספר הזה הוא בסופו של דבר דיאלוג, הוא ספר של יחסים. כך כל המחשבה נלווית על הגירה, כאילו עוד לא כתבתי את הספר על הגירה, זה בקטנה. זה ספר בעצם על היחסים המאוד מורכבים והאוחזים בנשמה באופן מלא. זהו. En fait, je voudrais dire quelque chose qui va être un peu différent de ce que nous avons discuté précédemment. Je n'ai pas écrit un livre sur l'immigration. L'immigration, c'est simplement le fond qui nous sert à ce livre. J'aurais pu placer ça dans un théâtre, j'aurais pu placer ça dans un bordel, n'importe où. En fait, ce qui est important, c'est le dialogue, c'est les relations. Je le répète, je n'ai pas écrit un livre sur l'immigration, mais sur les relations compliquées, sur les états d'âme. Oui, l'immigration, c'est le livre à venir, c'est ça ce que tu disais ? לא, זה לא נושא שמעניין אותי. Non, parce que tu disais que tu allais l'écrire, c'est un livre, d'accord. לא אכפת לי מהם. Non, mais bon, alors ces états ce d'âme, sujet c'est ne quoi ? m'intéresse pas. Ces états d'âme, c'est quoi ? המצבי נשמה האלה. לא יודעת, זה ברמה פרוידיאנית, זה כמיהה, זה רגשות שהם דתיים מיסודם,
מה שפרויד קורא לו רגש אוקיאני, וזה רגשות דתיים, זה להפוך לאחד עם העולם, זה להתעיין, להפוך לעין, זה המאמץ הסיזיפי או הטנטלי מאידך, לאחוז במציאות, ואלה רגשות ביסודם דתיים. On passe au freudien. En fait, c'est un sentiment religieux, c'est un sentiment extrêmement profond. C'est passer de l'être au néant, c'est quelque chose qui touche au mythe de Sisyphe ou au mythe de Tantale. C'est s'accrocher, en fait, d'une manière ou d'une autre, au réel, à la réalité. Comment se raccrocher à la réalité. Je voudrais qu'on lise un passage sur la haine. Elle vient de rompre avec ses amis. Après s'être séparée de ses amis, elle était montée dans le bus, toujours la même ligne 57, incontournable. Pourquoi justement aujourd'hui, un jour où ses relations avec ses amis avaient volé en éclats et où elle avait tellement besoin de solitude, même factice, oui, pourquoi donc cet homme maigre s'était-il assis à côté d'elle, un homme qu'elle avait aussitôt identifié, avec le sens particulier qu'on les exclut de se flairer mutuellement, comme arabe. Malgré la retenue de ses mouvements, une fois assis, il prit garde à ne pas dépasser le bord de son siège, sa présence éveilla en elle une haine incontrôlée. Et lorsqu'elle le détailla, un plaisir étrange l'envahit, le genre de plaisir pervers qu'elle ressentait en se forçant à regarder des choses qui la dégoûtaient ou l'irritaient particulièrement. En l'occurrence, ce qu'elle savourait, c'était l'aversion de plus en plus forte que lui inspirait cet homme. Ses joues hâlées couvertes de cicatrices d'acné, le costume en gabardine gris et vieillot qu'il portait, l'odeur qu'elle eut l'impression de humer, un relent de pauvreté et de tabac bon marché, de vie laborieuse qui montait de lui, et de cette créature honnie et inutile comme elle. L'homme posa entre ses jambes le sac en plastique usé qu'il tenait à la main. Elle s'amusa à le fixer pour essayer d'en deviner le maigre contenu. Depuis toujours, on lui avait appris à détester les Arabes. Chez elle, au lycée, au kibboutz, dans son quartier. Rien de plus facile. Les Arabes étaient cruels, violents et primitifs. Ils avaient même attaqué Israël pendant Yom Kippour, le jour le plus sacré pour les Juifs. Ils voulaient anéantir ce pays et tous ses habitants, leur planter un couteau dans le dos, les jeter à la mer. C'étaient des êtres rusés et malfaisants, doublés d'obsédés sexuels qui ne rêvaient que de violer des Juifs, qu'ils considéraient comme des débauchés permis à tous, tandis qu'ils se comportaient vis-à-vis de leurs propres femmes, auxquelles ils imposaient des règles de pudeur extrême avec un obscurantisme révoltant. Son voisin se recroquevillait sur le siège. Elle prenait suffisamment le bus pour savoir d'expérience qu'à aucun moment il ne risquait de s'appuyer sur elle par erreur, comme le faisaient de temps en temps certains passagers fatigués et mal éduqués qui ignoraient la frontière invisible mais pourtant sans équivoque entre les deux parties de la banquette. Il y avait quelque chose de modeste, presque d'apeuré dans sa maigreur, dans la manière dont il veillait à ce que son genou ne frôle jamais celui de sa voisine, malgré les secousses. Sans aucun doute, il avait pleinement conscience du fossé qui les séparait. Elle n'aurait pu rêver meilleure compagnie. Elle pouvait relâcher ses muscles en toute assurance, plaquer le front contre la vitre et contempler les barres d'immeubles plantés le long de la route. Mais hypnotisée par la présence de cet homme, elle continuait à le regarder discrètement, à s'abreuver de détails de plus en plus précis. Ses doigts osseux qui roulaient le ticket de bus, l'ombre bleutée de ses poils de barbe sur ses joues, ses poignets de chemise qui dépassaient de sa veste élimée, son cou veiné, sa pomme d'Adam proéminente. Oui, elle était si prégnante, cette présence masculine, qu'elle en oublia presque ce qui venait de lui arriver. Ne sentait que l'étau de leur promiscuité imposée, de cette tension de plus en plus pressante qui émanait de lui. Il remarqua son manège, leva les yeux dans sa direction en tournant vers elle son visage émacié et esquissa un sourire révérencieux, destiné à souligner sa totale inoffensivité. Elle lui sourit en retour, à sa manière, une sorte de pincement de lèvres ironique et embarrassé, qu'il interpréta mal et se crut permettre de lui répondre en dévoilant des dents longues tachées de café et de nicotine. À cet instant précis, l'instant où montait sur son visage creux ce sourire hésitant, il y eut un coup de frein subit. Les passagers déséquilibrés essayèrent de se raccrocher où ils pouvaient, et elle, le corps violemment projeté sur le côté, déchirant d'un coup la toile prudemment tissée entre les deux sièges,
se retrouva, pour une horrible seconde, plaquée contre le corps de l'Arabe. Elle cria presque aussitôt, sans réfléchir. Sa voix transperça l'espace confiné du bus. Dans sa poitrine monta, avec une puissance implacable, la colère qu'elle n'avait pas réussi à éprouver quelques instants auparavant. Elle se redressa, repoussa son voisin à 2 mains et, frémissante de dégoût, elle lança des mots qu'elle ne cessa de répéter, comme pour qu'il les comprenne mieux. « Ne me touche pas, tu entends, jamais ne me touche pas !» Voir à quel point il était ahuri ne fit que renforcer sa détermination, et elle continua à l'invectiver, même lorsque la rumeur se mit à enfler dans le bus, tel un souffle de vent qui colporta en quelques minutes qu'un homme, apparemment un arabe, avait ploté une fille. Le conducteur s'arrêta sur le bas-côté, à un endroit où il n'y avait pas d'arrêt. Les passagers furieux s'écartèrent pour laisser passer 2 gars, petite frappe, qui avaient bondi de la banquette arrière pour voler au secours de la fille outragée. Ils empoignèrent l'homme, le poussèrent vers la portière et le jetèrent dehors. Elle eut encore le temps de le voir trébucher contre le bord du trottoir où atterrit le sac en plastique usé que quelqu'un venait de lancer. S'en échappèrent des petits citrons verts qui roulèrent sur l'asphalte. Alors elle se tourna vers ceux qui la couvaient d'un regard inquiet, ses épaules s'affaissèrent et elle éclata en sanglots. Arrivée à sa station, elle octait toujours. Et ce fut après être descendue du bus qu'elle s'était dit avec détermination « Je dois me saouler la gueule, voilà ce que je dois faire ». Alors juste le principe de narration du livre, en fait, on est toujours dans une scène, une situation. Et il y a un événement qui éveille le souvenir sur un mode souvent nostalgique. Et donc les histoires s'enchevêtrent. Donc ces relations, comment se tissent les relations entre la mémoire des 3 personnages ? אני מתה על זה, זה בא לי, זה פשוט מתרחש, זה סוג של, ברגע שאת מתחילה לפענח תודעות של הגיבורים שלך, זה כבר, הכל קורה לבד. Vous savez, bon, c'est un truc, moi, j'en suis dingue de ce truc-là. Quand on commence à rentrer dans les personnages eux-mêmes et dans leur motivation, c'est des trucs qui se font tout seuls, finalement. Et on n'a pas parlé encore de Catherine, la grand-mère. Ah, l'antisémite. Voilà, alors, qu'est-ce que représente ce personnage ? קודם כל שנבין שאכן יש אנטישמים בעולם. Tout d'abord, il faut qu'on comprenne qu'il y a des antisémites de par le monde. עכשיו, בקונסטלציה הישראלית זה נורא מצחיק, כי בישראל הם לא בולטים לעין, כי בישראל רק ליהודים מותר לדבר. Et en fait, en Israël, c'est un peu bizarre parce que ils ne sont pas très visibles, parce qu'en Israël, il n'y a que les juifs qui ont le droit de parler. וגם אותי, כמי שבאה ממשפחה יהודית מאוד טיפוסית, אימא וסבתא, והכל עמוס בעזרה הדדית וחמלה ורגשות וכל מין עיסה כזאת של רגש וזיעה ודמעות, זה מעניין אותי לחקור בן אדם שהוא לא כזה, שהוא קר, שהוא מאופק, שהוא אגואיסטי, זה מקסים אותי. En fait, bon, moi je viens d'une famille juive où il y a plein de compassion, d'amour, de larmes, de pleurs, de trucs, de sourires, et d'amour. Et ça m'était très intéressant de décrire quelqu'un qui était exactement à l'opposé, quelqu'un de froid, de distant, et qui n'avait pas cette façon de voir le monde. Alors, Catherine, elle a été institutrice, elle était très sévère, elle frappait ses élèves. Et Catherine, en fait, noue une relation avec l'enfant autiste, le fils d'une amie à elle, qui est un enfant, un adolescent autiste, qui s'attache terriblement à elle, à tel point qu'il pleure tous les jours quand elle s'en va. Et elle-même ne comprend pas cette relation. Comment ça s'est noué ? Qu'est-ce qui s'est passé entre eux ? אין, זה מסתורין, ובמיוחד אצל אנשים שהם לא נדיבים רגשית, החמלה הנוצרית הזאת תוקפת אותם מהגב. Eh bien voilà, c'est un peu mystérieux ce truc-là, chez des gens qui n'ont aucune générosité de l'âme, cette
compassion chrétienne vient et les frappe comme un coup de couteau dans le dos. Voilà, d'un coup. Ils ne comprennent pas. Et alors elle-même ne comprend pas et elle est terriblement heurtée quand son ami décide d'envoyer cet enfant en institution à l'étranger. Pourquoi est-ce qu'elle les sépare finalement? Pourquoi est-ce que Juliette, son amie, décide d'envoyer le petit-fils à l'étranger? וואלה, אני לא זוכרת. Eh ben, je ne me souviens pas. נוצר לה קשר עם הילד הזה, שהוא קשר, הוא קשר רוחני, הוא סוג של נשמות מהדהדות אחת אל השנייה, אין פה שום דבר פסיכולוגי, זה Est-ce qu'elle est jalouse? מי? ז'וליאט? ביחסים ביניהם. מה פתאום? היא דואגת לילד, היא דואגת שהוא לא יפתח קשר עז מדי לקטרין, כי אין לזה המשך והיא לא תאמץ אותו ויש לה ילדים משלה, וכל זה מתחיל להיות קצת קצת דיפוזי מדי. היא שמה גבול. C'est un lien qui a commencé, c'est un lien entre deux âmes, il n'y a rien de psychologique là-dedans. Et à la question que vous avez posée, est-ce que Juliette décide d'envoyer cet enfant à l'étranger par jalousie? La réponse est non, mais enfin il y avait quelque chose de diffus et cette femme se rendait bien compte que Catherine avait ses enfants, ses petits-enfants et qu'il n'y aurait pas de suite. Et donc elle ne souhaitait pas que ce lien ait une pérennité. Et donc le prochain livre, il est sur quoi? זה מותחן פסיכולוגי, והוא מתעסק ביצירה, בכמיהה ליצור את היצירה המושלמת, בכישרון, מהו ההיעדר שלו, התשוקה שלנו, ההרס העצמי, העיוות הגופני כרפלקסיה של עיוות פנימי. יש מתח, יש רצח, יש התאבדות, יש סמים, יש אהבות ויש ידידויות מאוד יפות והולך להיות שמח. Voilà, ça va être un roman qui va parler d'un créateur, quelqu'un qui cherche à créer l'œuvre parfaite. Puis aussi, il y aura de l'autodestruction. Ça sera un reflet, une tentative de reflet de cette autodestruction et de faire quelque chose qui soit visible au monde. Il y aura des meurtres, il y aura des suicides, il y aura de la drogue, il y aura de l'amour. Ça sera rock'n'roll. C'est un thriller psychologique. Hein. כן, שזה משהו שלא עשיתי אף פעם. C'est un truc que j'ai jamais fait. ואני, עכשיו כבר כשאני עובדת עליו, אני רואה איך בקלות אני עוד פעם שוקעת ברגשות ויחסים. הוא אמרה, היא אמר, הוא אמרה, היא אמר, וזה טרילר, אני צריכה להחזיק מתח, וכאילו אני אומרת, אלונה, תורידי מהיהדות, תהי קטרין, לכת, תהי מניאקית, כאילו, תייבשי אותם. En fait, là, j'ai déjà commencé, et puis quand j'écris, et je retombe dans mes travers habituels, alors elle lui a dit, il lui a dit, et puis truc et machin, il y a des sentiments, et là je me dis, mais non, il faut arrêter avec ça, il faut laisser tomber tout ça, il faut aller à l'os directement, il faut être beaucoup plus forte, il faut y aller, il faut aller de l'avant. Il sort quand? אני נמצאת בהוצאת ספרים חדשה עכשיו, Je suis avec un nouvel éditeur. שהם העלו נושא חדש בחיים שלי, שזה דדליין, כי לפני זה הייתי בהוצאה שפשוט הייתי אומרת, אני עובדת, אני חושבת, יש לי מוזה, אין לי מוזה, הייתי חולה, היה לי דיכאון, עבדתי על משהו אחר. עכשיו יש לי הוצאה שהמול שלה הוא יהודי, דתי, אוהב כסף. והוא כבר נתן לי כסף. ועכשיו הוא צלצל אליי, והוא הפנה אליי את המזכירה שלו ואמר, ינואר הבא, כתב יד אצלי על השולחן. ואמרתי, אין בעיה, כפרה עליך, כאילו מה? ועכשיו צריך לעבוד, אז עכשיו שאני אחזור מפריז, שנורא כיף לי פה, אני אצטרך לעבוד. En fait, je viens de changer d'éditeur, et avec l'éditeur précédent,
demandait bon, ça va être prêt quand? Et je lui disais bon, la muse est là, la muse est pas là, j'ai mal à la gorge, j'ai pas eu le temps, truc machin. Bon, ça allait. Maintenant, je suis chez un nouvel éditeur et c'est un juif religieux. Il aime l'argent et il y a un truc tout à fait nouveau qui m'est tombé sur les épaules, c'est une date limite de remise du manuscrit. Et comme il m'a déjà donné de l'argent, il faut tenir la date limite. Et il m'a fait déjà dire par sa secrétaire, voilà, c'est la date à laquelle il faut que je trouve le manuscrit sur mon bureau. Et donc là, je suis très bien à Paris, c'est sympa, mais il faut que je rentre, il faut que je travaille. On va peut-être laisser quelques minutes pour des questions. זה הרגע, אני מבקשת לדלג על הדבר הזה. למה? זה הרגע הכי טוב. אף אחד לא שואל כלום. אני אשאל. נו, כן. Bon, il y a une discussion sur le fait de savoir si on peut poser des questions de la salle. Alon a dit, on peut peut-être passer. Et puis cette jeune personne dit, mais il n'en est pas question, c'est le moment le plus intéressant de la soirée. Toc. Okay, I will ask in English. It's not about the book. I will ask the question in English, and I have to say this is not regarding the book specifically, but I think for those of us in the audience who are writers or artists and who are interested in the routine of the life of a writer, and I know you are very interested in that because I see what you post on Facebook, so... אז אני אשאל אותך ככה, I move to Hebrew. בשבילך, מה הרוטינה שלך כסופרת, ובעולם האידאות, מה הייתה הרוטינה שלך? אילו היית יכולה לעשות מה שאת רוצה. אז תשמעי, קודם כל זו שאלה מאוד יפה. רק שנייה. Bon, voilà, je sais que c'est quelque chose qui vous intéresse beaucoup parce que je vous suis sur Facebook. Et donc, voilà, je voudrais savoir quel est le quotidien de l'écrivain, quel est le quotidien de l'artiste. En quoi consiste votre quotidien? Quel est le quotidien idéal? אז... No, because there's a difference. What she really does and what in the world, in the ideal world, what would she do? Yeah? Because it's not, obviously, tragically, it's not the same thing. למה כפרה עלייך? Tragiquement, c'est pas la même chose, dit la jeune femme dans la salle. Et Alana répond, mais pourquoi tu dis une chose pareille? אני שואפת, כאילו יש, ואני הולכת להתעסק בזה גם בספר הבא שלי, שעליו דיברתי, בטרילר, באמת בסוגיה של הטוטליות של האומנות, כי מיותר לציין שאני לא משנה, אני כמהה ומרותקת מאומנים שהם טוטליים, אני הכרתי מעט מאוד כאלה, וזאת השאיפה שלי, כאילו השאיפה שלי להפוך לנזירה של אומנות, לסוג של רוח, ואני רואה שככל שחולף הזמן זה הופך ליותר אפשרי. פרויקט שאני מתכננת לעשות זה לכתוב 3 פורטרטים, חצי ספרות דוקומנטרית בנוסח טרומן קפוטה של 3 אומנים טוטליים, שאחד מהם כפרה שלי זה אנדרו בירד שאת מכירה. אנדרו בירד זה מוזיקה, והשני ירון קופרמנס שאת גם מכירה. Bon, je vais tendre, voilà, j'écris mon thriller et mon problème c'est la totalité de l'art, être totalement dans l'art. Moi, je suis quand même assez loin de ces artistes qui sont des artistes totaux, des artistes dans leur totalité. J'ai une tendance, je voudrais devenir une moniale de l'art. Et je sens qu'avec le temps, ça devient de plus en plus possible. J'ai comme projet de faire 3 portraits, de faire une sorte de littérature documentaire. Et ces 3 portraits seront un sur Truman Capote, et l'autre sur Andrew Bird, et le 3e sur Yaron. אני לא הולכת לכתוב על טרומן קפוטה, אני רק רוצה ללכת איתו לקנות נעליים. Je veux rien écrire sur Truman Capote, je veux juste aller acheter des godasses avec lui. זה בסגנון של טרומן קפוטה. Dans le style de Truman Capote, le style qu'il a créé. במובן של זה ספרות שהיא על גבול העיתונות, היא תיעודית. Voilà, c'est de la littérature qui est vraiment à la limite de l'éducatif, c'est du documentaire.
Oui. Moi, j'aurais voulu savoir comment votre dernier livre a été perçu, enfin comment il a été reçu en Israël et s'il a été reçu dans une dimension sociologique ou politique et quels commentaires ont pu être faits sur ces aspects-là dont vous avez un peu parlé tout à l'heure. Il a été bien reçu, mais pas suffisamment. Moi, j'en suis pas satisfaite. כי אני שוב מתעסקת באנשים מזוטרים שלא יודעים להתנהג ושהם עושים כל מיני דברים שמן הראוי לא לעשות, אבל בכלל גם רוסים שלא מעניינים אף אחד, והרוסים לא מעניין אותם מה הישראלים כותבים עליהם. En fait, voilà, on m'a reproché de parler de personnages un peu trop ésotériques, de Russes, bon, un peu loin. Et puis en fait, les Israéliens se fichent éperdument des Russes, et les Russes se fichent éperdument de ce que les Israéliens pensent d'eux. Mais c'est juste sur ce point, est-ce que, enfin, ce roman, il y a 30 ans, je pense que c'était inacceptable dans la société israélienne. Mais non, il aurait été accepté. אבל אולי אני שוקלת באמת, אם אני ארגיש שאני קצת מדרדרת מבחינת הקהל, יש לי אאוטליין מאוד יפה על רומן בין יהודייה לערבי, ואז אני בטוחה שאני אכבוש את אירופה בסערה. En fait, bon, j'espère que je ne vais pas décevoir mon public, mais bon, si j'écris un roman sur l'amour entre une juive et un arabe, ça sera quelque chose qui va conquérir tout l'Occident. Si elle a des problèmes de lectorat. Non, c'est ça qu'elle a dit, c'est que si elle a moins de lecteurs, elle va écrire un livre sur l'histoire d'amour, et là, elle sait que ça se vendra très bien, quoi. Donc, je répète ce que Laurence me suggère fortement, c'est-à-dire que ce que Alona a dit, c'est que si elle voit que son lectorat diminue, elle va se lancer dans l'écriture d'un roman sur une histoire d'amour entre juifs et arabes, et là, elle sait qu'elle va avoir véritablement un lectorat très fort dans le monde occidental. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Voilà, il y a une question que j'entends, bien qu'elle n'ait pas été posée. Quand est-ce qu'on lève le coude ? יאללה, תודה רבה, Merci merci beaucoup. beaucoup. תודה רבה, אלונה. Merci. Merci à Laurence qui se cache dans l'ombre.